Chapitre 1. L'anniversaire. Victor Conley se tenait dans la cuisine de sa maison de ville à Bethesda, observant la pluie marteler les fenêtres. Âgé de 38 ans, mince et maître de ses mouvements, il avait passé la dernière heure à préparer un osso bucco, le plat préféré de Natalia. Pour leur 7e anniversaire, la table à manger était dressée avec des bougies qu'il avait importées de Milan, les mêmes que celles de leur lune de miel. Il avait rencontré Natalia Baron à une réception du département d'État 8 ans plus tôt. Elle était consultante pour une agence de relations publiques internationales, radieuse dans une robe en soie émeraude, ses cheveux noirs capturant la lumière. Victor venait de rentrer après 6 ans dans les renseignements militaires, le genre de travail qui laissait des cicatrices invisibles. Son titre officiel était officier d'évaluation stratégique. Mais la réalité impliquait des opérations en Syrie, en Afghanistan et dans des endroits qui n'apparaissaient jamais dans les rapports officiels. Il avait coordonné des réseaux de renseignements, géré des agents et pris des décisions qui l'empêchaient de dormir la nuit. Natalia avait semblé être son salut. Elle écoutait les parties de son travail qu'il pouvait partager, posait les bonnes questions, sans jamais insister pour en savoir plus. En 6 mois, ils étaient fiancés et Noonan, mariés. Victor avait quitté complètement le service gouvernemental, acceptant un poste de directeur de l'analyse des risques pour une entreprise de conseil en défense. Ennuyeux, stable, bien rémunéré, tout ce que Natalia disait vouloir, mais dernièrement, quelque chose avait changé. D'abord les petites choses, le téléphone de Natalia toujours face contre la table, de nouveaux mots de passe sur son ordinateur portable, des soirées tardives à des dîners clients qui n'apparaissaient pas sur son calendrier professionnel. Victor avait vérifié, appelant son bureau sous prétexte d'envoyer des fleurs. Son assistante avait semblé confuse à la mention de plusieurs dîners auxquels Natalia était censée avoir assisté. Puis étaient venues les incohérences financières. Victor gérait leurs investissements, mais Natalia s'occupait de ses propres comptes. Le mois dernier, il avait remarqué une autorisation de virement laissée dans l'imprimante, 47 000 $, environ 43 000 € à une SARL qu'il ne reconnaissait pas. Quand il lui en avait parlé de manière décontractée, elle avait souri et dit que c'était un acompte pour une maison de plage dont ils avaient discuté. Ils n'avaient discuté d'aucune maison de plage. La porte d'entrée s'ouvrit. Natalia entra en trombe, secouant la pluie de son manteau Burberry. À 34 ans, elle conservait la même beauté frappante qui l'avait captivée, des pommettes saillantes, des yeux ambrés calculateurs, un sourire qui pouvait désarmer des diplomates étrangers. Ce soir, ce sourire semblait forcé. « Tu as cuisiné ?» dit-elle en accrochant son manteau. Sa voix portait une note qu'il ne pouvait identifier. « De la tension, de la culpabilité, anniversaire », répondit Victor en versant du vin. « J'ai pensé qu'on devrait le célébrer correctement. » Elle s'assit en face de lui, mais son attention dérivait constamment vers son téléphone. 2 fois pendant le dîner, il vibra. 2 fois, elle l'ignora. Victor avait passé des années à lire les gens dans des territoires hostiles, à interroger des sources, à détecter la tromperie. Tous ses instincts lui disaient que quelque chose n'allait pas. « Qui n'arrête pas de t'envoyer des messages ?» demanda-t-il calmement. « Juste le travail. Le compte Meridian est en train d'exploser. » Elle soutint son regard. « Stable. » Presque trop stable. Carlos a des problèmes avec la stratégie médiatique. Carlos Blevins. Victor l'avait rencontré une fois à une fête d'entreprise, fin de la trentaine. Costume coûteux, le genre de charme lisse qui lui hérissait les dents, le directeur créatif de Natalia, soi-disant, la façon dont Carlos avait regardé sa femme ce soir-là n'avait pas été professionnelle. « Carlos, » répéta Victor, « tu as travaillé tard avec lui souvent ces derniers temps. C'est un client exigeant, Vic. » Un éclair d'irritation. « Je pensais que tu comprenais ça. » Il comprenait la façon prudente dont elle avait commencé à documenter leur dispute au cours du mois passé, l'enregistrant sur son téléphone lors de 2 désaccords, notant les dates et les heures dans un journal en cuir qu'elle pensait qu'il n'avait pas vu. Il comprenait la consultation qu'elle avait eue avec une avocate spécialisée en divorce nommée Mary McKay. Victor avait trouvé la carte de visite glissée dans son portefeuille en cherchant de l'argent pour le pressing. Mais le divorce n'expliquait pas les documents classifiés. 3 semaines plus tôt, Victor avait trouvé une clé USB cachée dans un faux fond de la boîte à bijoux de Natalia. Il l'avait découverte par accident quand le tiroir s'était coincé. Sur cette clé se trouvaient des photographies de fichiers de son ancien bureau, des briefings opérationnels sur lesquels il avait travaillé, des listes d'agents, des protocoles de communication, du matériel qui était censé avoir été détruit quand il avait quitté le service. Victor avait photographié le contenu de la clé et l'avait remise en place sans rien déranger. Son esprit bouillonnant,
Quelqu'un avait accédé à ses anciens fichiers, quelqu'un les avait donnés à Natalia, et elle prévoyait d'en faire quelque chose qui impliquait Carlos Blevins et des virements de 47 000 $ à des sociétés écrans. « Il faut que je te dise quelque chose », dit soudain Natalia en posant sa fourchette. Sa main tremblait légèrement. « Je n'ai pas été heureuse, Victor. »« Ça y est ?» pensa-t-il. « Le piège. Je pense qu'on a besoin d'espace. » Continua-t-elle. « Du temps pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» Il garda une voix neutre. « Curieuse ? Ce n'est pas... » Elle se leva brusquement. « Tu fais toujours ça ?» Transformé tout en interrogatoire. « Je ne peux pas respirer dans ce mariage. Je t'ai posé une seule question, Natalia. » Et c'est l'accusation derrière. Sa voix s'éleva. Une actrice trouvant son ton. « Tu es contrôlant, paranoïaque. Tu vérifies mes dîners, mon emploi du temps. » C'est étouffant. Victor resta assis, la regardant jouer. Elle construisait un récit, fabriquant une histoire d'un mari autoritaire. Mais pourquoi ? Le divorce n'exigeait pas ce théâtre, à moins que son téléphone vibra, un message de Glenn Vance, son ancien collègue, et l'un des rares de ses jours dans les renseignements en qui il avait encore confiance. « Appelle-moi, urgent, j'ai besoin d'air », annonça Natalia en attrapant son manteau. « Ne m'attends pas !» Elle partit, et Victor composa immédiatement le numéro de Glenn. « On a un problème », dit Glenn sans préambule. « Tu connais un Carlos Blevins, le collègue de ma femme. » « Pourquoi ?» Il a posé des questions. « Prudentiis, via des intermédiaires, mais on les a interceptés. Il demande sur tes anciennes opérations, spécifiquement les réseaux de Damas. Victor, quelqu'un essaye de vendre ton historique opérationnel. La pièce semble basculer. Le vendre à qui ? On n'est pas encore sûr, mais si ces listes d'agents sortent, des gens meurent, tes gens... Et tu deviens un bouc émissaire très pratique pour une brèche majeure dans les renseignements. » Victor se leva. Son esprit calculant des scénarios à vitesse de combat, Natalia ne prévoyait pas seulement de le quitter, elle prévoyait de le détruire, probablement de le faire accuser d'espionnage, pendant qu'elle et Carlos encaissaient sur des informations classifiées. « Je t'amène » continua Glenn, « en garde protectrice jusqu'à ce que... » « Non » interrompit Victor. « S'il prévoit ce que je pense, les canaux officiels jouent en leur faveur. J'ai besoin de gérer ça à ma façon. Vic, tu n'es plus sur le terrain ? J'ai dit que je m'en occuperais. » Il raccrocha et fixa le dîner d'anniversaire, les bougies se consumant jusqu'à rien. Sa femme avait déclaré la guerre. Elle ne savait simplement pas qu'il avait déjà commencé à jouer en défense. Chapitre 2. Le piège se referme. Natalia rentra à 2h47 du matin. Victor entendit la clé dans la serrure depuis le salon obscur où il était assis, ne buvant pas le scotch dans sa main, le tenant simplement. Elle sursauta quand il alluma la lampe. « Mon Dieu, Victor, tu m'as fait peur ? Où étais-tu ? Je t'ai dit que j'avais besoin d'air. J'ai conduit un peu. Réfléchi. » Elle se dirigea vers les escaliers. Le congédiant. Ta réflexion impliquait Carlos Blevins. Elle s'arrêta, le dos raide. Quand elle se tourna, son visage était un masque prudent. « Tu m'accuses sérieusement d'avoir une liaison là maintenant ? Je te demande où tu étais, et je te demande pourquoi tu penses avoir le droit de m'interroger comme une suspecte. » Sa voix monta. « C'est exactement de ça que je parle. Le contrôle, la paranoïa. Tu me traites comme un agent ennemi ?» La phrase spécifique lui noua l'estomac. Elle avait été coachée. Quelqu'un lui avait fourni du vocabulaire, des renseignements pour rendre ses accusations authentiques. « J'ai trouvé la clé USB, Natalia. » Le masque se fendit. Juste une seconde. Un éclair de peur réelle avant qu'elle ne reconstruise son expression. Quelle clé USB ? Celle avec des photographies de documents classifiés. Celle que quelqu'un a copiée de mon ancien bureau. Il se leva lentement. « Tu veux expliquer ça ? Je ne sais pas de quoi tu parles. » Mais sa main se posa sur son sac. Instinctive. Protectrice. Combien Carlos te paie ? Ou est-ce un pourcentage de ce qu'il obtient en vendant ses informations aux renseignements syriens ? Son rire sortit mal, trop aigu. Tu as vraiment perdu la tête ? Tu t'entends ? Tu as l'air paranoïaque, dérangé. C'est pour ça que j'ai besoin de partir. Elle sortit son téléphone, les doigts tremblants. Victor s'approcha d'elle, juste un pas, et elle hurla. Ne me touche pas, ne t'avise pas. Elle recula contre le mur. J'appelle la police. Vas-y, dit Victor calmement. Appelle-les et parlons d'espionnage. C'est alors que sa performance changea. Des larmes montèrent parfaitement, tandis qu'elle composait le 911. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Mon mari me menace. Il a dit qu'il me tuerait si j'essayais de partir. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Je suis terrifiée.
Victor resta absolument immobile, la compréhension se cristallisant. C'était le coup. Le faire passer pour violent. Le faire arrêter. Le discréditer. Pendant qu'il se défendait contre des accusations de violence domestique, Carlos compléterait la vente qu'ils avaient prévue. Au moment où Victor pourrait prouver quoi que ce soit sur les documents classifiés, les dommages seraient faits, des agents morts, et ils seraient enterrés sous des problèmes légaux. Les sirènes approchèrent. « Vite, Victor Conley », dit Natalia au téléphone, les larmes coulant. « Mon mari, il était dans les renseignements militaires, il a une formation aux armes. S'il vous plaît, je ne suis pas en sécurité. » Les officiers arrivèrent en 4 minutes, 2 voitures de patrouille, lumière clignotante. Victor ouvrit la porte avec les mains visibles, se déplaçant lentement. « Monsieur, nous avons besoin que vous sortiez, » dit le premier officier, la main sur son arme. « Bien sûr. » Victor obéit, les laissant le menotter sans protester. Résister ne ferait que cimenter l'histoire de Natalia. Derrière lui, Natalia sanglotait. Il est obsédé, contrôlant. Ce soir, il a craqué. Dit que si je le quittais, je ne partirais pas vivante. Je veux juste être en sécurité. Le second officier photographia une marque rouge sur le bras de Natalia, à peine visible, probablement auto-infligée. « Madame, on l'emmène. Avez-vous un endroit où rester ce soir ? Chez une amie. Merci. Merci beaucoup. » Alors qu'il le chargeait dans la voiture de patrouille, il croisa le regard de Natalia. Les larmes avaient cessé. Elle le regarda avec une satisfaction froide. Son téléphone déjà en train d'envoyer un message, probablement à Carlos, probablement. C'est fait. À la station, ils le traitèrent efficacement. Accusation de violence domestique. Menaces terroristes, séquestration illégale, des charges sérieuses qui resteraient dans le cycle des nouvelles, ruineraient sa réputation, rendraient toute future allégation sur les documents classifiés semblables à une tentative désespérée de détourner l'attention. « Vous avez droit à un appel téléphonique », dit l'officier de réservation. Victor regarda le téléphone un long moment, puis il composa un numéro qu'il n'avait jamais pensé réutiliser. Ça sonna 3 fois avant qu'une voix bourrue ne réponde. « Ça a intérêt à être important. » « Vous savez quelle heure il est ? » « Général Dennis, » dit Victor calmement. « C'est Victor Conley. J'ai besoin d'une faveur, une grosse Conley. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai été arrêté, accusation de violence domestique. Ma femme travaille avec quelqu'un pour vendre des renseignements classifiés sur mes anciennes opérations. Les réseaux de Damas. L'arrestation est une distraction, une façon de me discréditer pendant qu'il complète à la vente. Une pause. Tu es sûr ? J'ai trouvé les documents, j'ai des preuves. Mais j'ai besoin d'agir vite. Et j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les enjeux. Où es-tu ? Poste de police du comté de Montgomery. Bethesda. Ne dis plus un mot à personne. J'arrive. La ligne se coupa. Victor s'assit dans la cellule de détention, comptant les minutes. 17 minutes plus tard. Il entendit des voix élevées depuis le bureau principal. 20 minutes après, la porte de la zone de détention s'ouvrit en grand. Randolph Dennis avait 58 ans, poitrine en barrique, cheveux gris fer et 3 étoiles sur son uniforme. Il avait commandé des opérations au Moyen-Orient et avait personnellement recruté Victor dans les renseignements 12 ans plus tôt. Le sergent de la station le suivait, pâle. « Enlevez ses menottes », ordonna le général Dennis. « Maintenant, monsieur, c'est une affaire domestique. J'ai dit maintenant, Sergeant. » La voix du général pouvait décaper la peinture. « Vous avez arrêté un officier des renseignements décoré sur ce que je soupçonne être des accusations fabriquées, conçues pour faciliter un acte d'espionnage contre les États-Unis. » Le sergent trébucha avec les clés. Dennis se tourna vers l'endroit où Natalia était assise dans la salle d'attente, enveloppée dans une couverture de victime. Carlos Blevins à ses côtés. Ainsi, il s'était montré pour la consoler. Comme c'était pratique. « Madame, » dit Dennis froidement, « vous venez de détruire votre vie. Comprenez-vous qui vous avez accusé ? Qui diable pensiez-vous manipuler ? Natalia Basilla. Mon mari m'a menacé. Votre mari détient une habilitation Q et a travaillé sur des opérations qui ont sauvé des centaines de vies américaines. Il a des informations classifiées dans la tête que des puissances hostiles tueraient pour accéder, et vous avez opportunément décidé de le signaler pour violence domestique ce soir. Le même soir où mon bureau reçoit un signalement que des documents classifiés liés à ces opérations sont proposés à des acheteurs étrangers, le regard de Dennis pouvait fondre l'acier. Où est Carlos Blevins ? Carlos blêmit. Je suis juste ici pour soutenir. Épargnez-nous ça. Ne quittez pas l'État. Aucun de vous deux, des enquêteurs fédéraux, voudront vous parler d'espionnage, de complot et de faux signalements à la police. Il regarda le sergent. Libérez Ben.
Conley et donnez-moi l'enregistrement de l'appel au 911 de Madame Conley. Dans le chaos qui suivit, Victor sortit sans menottes. Le visage de Natalia était passé du choc à la panique. Carlos était au téléphone, probablement appelant un avocat, dehors sur le parking. Le général Dennis alluma un cigare. « Tu as des preuves, des documents classifiés, des photographies. Je peux vous montrer exactement ce qu'ils ont copié. Bien, tu viens avec moi? On porte ça au contre-espionnage. » Mais Conley, Dennis se tourna vers lui. « Quel est ton coup ici? Parce que je te connais? Tu ne m'as pas appelé juste pour un sauvetage? Tu m'as appelé pour être témoin du coup d'ouverture ?» Victor sourit finement. « Je t'ai appelé parce que j'ai besoin que ce qui se passe ensuite soit absolument légal, au-dessus de tout soupçon. » Mais une fois que l'enquête officielle est lancée, il regarda en arrière vers la station où Natalia était visible à travers la fenêtre, en train de se disputer avec Carlos. « Alors, je m'occupe du reste à ma façon. Ta façon a tendance à être créative. Ils ont essayé de me détruire. Général, de vendre des gens avec qui j'ai travaillé, des gens qui me faisaient confiance. Je vais m'assurer que leur punition corresponde à leurs crimes. » Dennis l'étudia. « Fais ce que tu dois faire. » Mais Conley ne crée pas un incident international. Pas de promesses. Chapitre 3. L'enquête. L'équipe de contre-espionnage s'abattit sur Natalia et Carlos comme des loups sur une proie blessée. En 48 heures, ils avaient gelé tous les comptes, saisi tous les appareils et découvert un complot plus profond que Victor ne l'avait imaginé. Il observa depuis derrière une vitre sans teint, tandis qu'ils interrogeaient Carlos en premier. L'homme, qui avait semblé si lisse et confiant au fait, transpirait maintenant à travers sa chemise coûteuse, les mains tremblantes. « Nous avons trouvé les communications », dit l'agent Ezra Nicholson en étalant des impressions sur la table, des discussions chiffrées avec un courtier nommé Karim Luna. « Vous le connaissez? Je veux mon avocat. Votre avocat est dehors. Vous pourrez lui parler dans une minute. Mais pour l'instant, je veux que vous compreniez quelque chose. M. Blevins. L'espionnage entraîne la peine de mort. Vendre des renseignements classifiés qui font tuer des agents américains, c'est le pire type de trahison. » Nicholson se pencha en avant. « Mais les gens qui coopèrent, qui nous aident à arrêter les ventes avant qu'elles n'aient lieu. Ces gens obtiennent parfois des peines à vie au lieu, peut-être même une protection de témoins s'ils sont vraiment utiles. » Carlos craqua. Ce n'était pas censé aller aussi loin. Natalia a dit que son mari avait des documents de son ancien boulot, des trucs précieux. Elle a dit qu'il avait quitté le gouvernement, donc ce n'était plus vraiment classifié. « Foutaise, interrompit Nicholson. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Le courtier, Karim Luna, vous l'avez contacté il y a 6 mois. C'est vous qui l'avez approché? Pas l'inverse. Alors essayons la vérité cette fois. À qui était l'idée? À Natalia? Murmura Carlos. Elle a tout planifié. Elle a dit que son mari était une cible. Quelqu'un avec un accès qu'on pouvait exploiter. Elle l'a épousé pour ça? Pour l'accès? Les documents? Derrière la vitre? Victor sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. 7 ans. Elle l'avait épousé spécifiquement pour voler des informations classifiées. « Quand avez-vous commencé la relation? »« Tous les deux ?» demanda Nicholson. « Avant qu'elle ne l'épouse, on n'a jamais arrêté. Elle a dit que Victor était une assurance. Un revenu stable pendant qu'on préparait le vrai coup. Les documents pouvaient rapporter des millions aux bons acheteurs. » L'interrogatoire continua. Chaque réponse pire que la précédente. Carlos détailla comment Natalia avait systématiquement photographié des documents du bureau à domicile de Victor pendant leur première année de mariage, avant qu'il n'ait tout sécurisé correctement, comment elle avait cultivé la relation, joué l'épouse parfaite. Tout en planifiant de le trahir, l'accusation de violence domestique avait été le point culminant, faire arrêter Victor, le discréditer et l'empêcher d'interférer pendant qu'il complétait la vente finale. L'interrogatoire de Natalia fut différent, elle ne craqua pas. Elle dévia, minimisa, mentit avec la même grâce polie qu'elle avait utilisée pour le séduire 8 ans plus tôt. « Je ne sais rien des documents classifiés, » dit-elle calmement. « Carlos et moi avions une liaison. Oui, je prévoyais de divorcer de Victor, mais cette histoire d'espionnage, Victor est paranoïaque, instable. Il l'est depuis des années, je pense que c'est sa façon d'essayer de contrôler le récit quand je le quitte. » L'agent Clément Bradshaw, un vétéran de 20 ans du contre-espionnage, sembla peu impressionné. « Madame Conley, nous avons vos messages textes. Deviant suspicieux sur les fichiers, besoin d'avancer le calendrier. Ça date de 3 semaines. Pris hors contexte, Carlos dit que le courtier paiera 1 million de dollars pour le paquet complet, partagé 60-40 après dépenses. Ça date de 2 mois. Vous voulez expliquer ce contexte ?» L'avocate de Natalia, une femme vive nommée Clarice Weeks, se pencha.
Ma cliente invoque son 5e amendement, le droit contre l'auto-incrimination, intelligent, dit Bradshaw, parce que nous avons assez de preuves pour l'inculper de complot pour commettre de l'espionnage, d'aide et d'encouragement au vol de documents classifiés et de faux témoignages aux forces de l'ordre. Elle risque de passer le reste de sa vie en prison fédérale. Derrière la vitre, le général Dennis se tenait aux côtés de Victor. Ta femme va partir pour longtemps. Carlos va probablement tout balancer pour un accord. Le courtier, Luna, on le traque maintenant via des canaux internationaux. Et les documents, demanda Victor, ont-ils été vendus? Non. Carlos était censé faire la remise finale demain. On substituera nos propres gens, on démantèlera le réseau. Grâce à ton appel, on a arrêté ça avant que de vrais dommages ne soient faits. Victor hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. L'enquête officielle s'occuperait des accusations d'espionnage. Natalia et Carlos feraient en face à des poursuites fédérales, mais ce n'était pas assez. Ils avaient essayé de détruire sa vie, de tuer des gens avec qui il avait travaillé. La prison était trop propre, trop distante. Il avait besoin qu'ils comprennent l'ampleur de leur erreur, et il avait besoin que leur punition corresponde à la nature personnelle de leur trahison. « J'ai besoin d'accès à leur communication ?» dit Victor. « Tout ce que vous avez récupéré ?» Dennis fronça les sourcils. « C'est des preuves dans une affaire fédérale. Je ne vais pas y toucher. Mais il prévoyait de me détruire depuis des années. J'ai le droit de connaître toute l'étendue. » Il se tourna vers le général. « Et je pense qu'il y a des éléments de leur plan que vous n'avez pas découverts, des choses personnelles qui n'apparaîtront pas dans votre enquête officielle. » Après un long moment, Dennis fit un signe de tête à Bradshaw, qui passa à Victor une tablette chargée des messages récupérés. Victor lut pendant 1 heure, la trahison s'approfondissant à chaque écran. Natalia et Carlos étaient de moquer de lui dans leurs messages. Vous êtes si confiant, c'est presque triste. À l'hameçon, à la ligne et au plomb, le héros militaire n'a jamais soupçonné que sa femme était plus intelligente que lui. Après qu'on vende les docks, je vais aimer le regarder essayer de reconstruire sa réputation depuis la prison. Mais il y avait plus. Une propriété aux îles Caïmans achetée sous la SARL de Carlos, des comptes bancaires au nom de jeune fille de Natalia, un plan détaillé pour planter des preuves supplémentaires chez Victor, plus de documents classifiés qu'ils avaient créés à partir des originaux, positionnés pour faire paraître que Victor prévoyait de les vendre lui-même. Il voulait le faire passer non seulement pour violent, mais pour traître. La rage qui envahit Victor était froide, calculée, la même rage qu'il avait ressentie à Damas quand un agent avait été compromis, quand quelqu'un avait trahi de bonnes personnes pour de l'argent, mais c'était personnel. C'était la femme qui avait dormi à ses côtés pendant 7 ans, qui avait prétendu l'aimer, tout en planifiant sa destruction. Il rendit la tablette à Bradshaw. « Merci, Agent, je pense que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que tu prévois, Conley ?» demanda Dennis tandis qu'il marchait vers sa voiture, de leur donner une leçon sur les conséquences. Victor répondit « Il voulait jouer avec des renseignements classifiés, avec les vies de gens qui me faisaient confiance. Ils vont apprendre ce qui arrive quand on croise quelqu'un entraîné à combattre dans l'ombre. Reste légal, avertit Dennis. « Oh, je le serai, mais légal ne veut pas dire miséricordieux. » Victor rentra chez lui dans sa maison de ville vide. Les bougies d'anniversaire s'étaient consumées, l'ossobuco froid sur la table. Il rangea tout méthodiquement, puis s'assit à son ordinateur. Natalia et Carlos avaient planifié sa destruction dans les moindres détails. Maintenant, c'était le moment de planifier la leur. Et il avait des avantages qu'il n'avait jamais considérés, des années de technique des renseignements, des connexions qu'il ne connaissait pas, et une patience née d'opérations où une erreur signifiait la mort. Ils avaient essayé de détruire Victor Conley, officier des renseignements décoré. Maintenant, ils rencontreraient la version de lui qui avait survécu aux zones de guerre, géré des réseaux en territoires hostiles et pris des choix difficiles dans l'obscurité. Et ce Victor Conley ne perdait pas. Chapitre 4. Agents en mouvement. Glenn Vance arriva à la maison de ville de Victor à l'aube, portant du café et un regard complice, 52 ans, grisonnant aux tempes. Glenn avait été le contrôleur de Victor pendant l'opération de Damas, l'homme qui lui avait appris que le travail des renseignements était 10% d'action et 90% de préparation. « Tu as l'air d'un mort-vivant ?» dit Glenn, en lui tendant une tasse. « Pas dormi ?» Victor avait passé la nuit à construire un cadre opérationnel, du genre qu'il construisait en territoires hostiles. « Mais j'ai un plan. » Glenn s'installa dans un fauteuil. « Je me doutais que tu en aurais un. L'enquête officielle va les clouer. Les procureurs fédéraux construisent déjà leur dossier. Alors, quel est le plan officieux ? Natalia et Carlos ont essayé de me piéger, de vendre des informations classifiées et de détruire ma vie.
dit Victor, le dossier fédéral s'occupe de l'espionnage. Mais il y a une dette personnelle. Ils se sont moqués de moi, Glenn. Pendant des années, ils ont ri de ma stupidité à lui faire confiance. Tu veux la vengeance ? Je veux qu'ils vivent exactement ce qu'ils ont essayé de me faire. Destruction de réputation, ruine financière, humiliation publique. Mais plus que ça, je veux qu'ils se trahissent mutuellement. Je veux que leur relation, leur confiance, s'effondre comme ils ont essayé de faire s'effondrer la mienne. Glenn but son café pensivement. Comment ? Victor ouvrit son ordinateur portable, montrant à Glenn un réseau de connexions qu'il avait cartographié pendant la nuit. Carlos est désespéré d'éviter la peine de mort. Il coopérera avec les procureurs, mais pour l'instant, il pense encore pouvoir minimiser son rôle, peindre Natalia comme le cerveau. Natalia pense qu'elle est plus intelligente que tout le monde, qu'elle peut manipuler pour un meilleur accord. Ils ont tous les deux tort. Il afficha un email récupéré. « Regarde ça, Carlos Acarinluna. Si les choses tournent mal, j'ai une assurance. Natalia ne sait pas, mais j'ai gardé des copies de tout. Si je tombe, elle tombe plus fort. Il prévoyait de la trahir depuis le début. Et Natalia, elle a sa propre assurance. » Victor montra un autre document, une déclaration notariée datée de 6 mois. Elle a préparé un affidavit juré affirmant que Carlos l'a contrainte à la relation. La menacer, manipuler pour voler des documents. C'est tout des mensonges. Mais c'est documenté. Elle prévoyait toujours de le jeter sous le bus. Glenn sourit lentement. Ils portent tous les deux des couteaux, visant le dos de l'autre. Exactement. Et je vais m'assurer que ces couteaux trouvent leur cible. Victor afficha un nouveau fichier. D'abord, on s'assure que leur procès devienne un spectacle public. Deuxièmement, on s'assure qu'ils se retournent complètement l'un contre l'autre. Troisièmement, on détruit leur capacité à reconstruire leur vie. Et quatrièmement, ils regardent à Glenn. On s'assure que les gens qu'ils ont essayé de vendre ont une chance d'exprimer leurs sentiments. L'expression de Glenn devint sérieuse. « Tu parles des agents de Damas ?» Victor. Ces gens étaient des tueurs entraînés. S'ils savent que Natalia et Carlos ont essayé de les exposer, je n'arrange rien, interrompit Victor. Mais l'information a une façon de se propager. Si certaines personnes apprennent ce qui a failli arriver à leurs identités, leur famille, eh bien, c'est juste la conséquence des actions. C'est sombre. Même pour toi. Ils ont essayé de faire tuer nos gens pour de l'argent. Glenn, il mérite de ressentir cette peur. Glenn hocha la tête lentement. Qu'est-ce que tu as besoin de moi ? De l'accès. J'ai besoin de contacter 3 personnes des anciens réseaux, discrètement. Et j'ai besoin que tu t'assures que les procureurs fédéraux comprennent que Natalia et Carlos ont chacun des preuves contre l'autre. Pousse-les à offrir des accords concurrents. Fais-leur croire à tous les deux qu'ils peuvent se sauver en trahissant leurs partenaires. Les retourner l'un contre l'autre ? Exactement. Ils ont construit leur relation sur des mensonges et de la trahison. Voyons comment elle tient sous pression. Glenn se leva. Je vais passer des appels, mais... Victor, quand ce sera fini, tu dois trouver un moyen d'avancer. Ne laisse pas ça te consumer. Ça ne le fera pas. Mais d'abord, j'ai besoin de m'assurer qu'ils comprennent tout le poids de ce qu'ils ont fait. Après le départ de Glenn, Victor passa son premier appel. L'homme qui répondit parla avec un accent syrien. « Prudent, qui est-ce » « C'est Phoenix, dit Victor, utilisant son ancien nom de code opérationnel. J'ai besoin de parler d'une menace qui a failli compromettre le réseau de Damas. La voix s'aiguisa. Quelle menace ? 2 Américains ont essayé de vendre vos identités à des services de renseignements hostiles, Norms, Emplacements. Détails familiaux ? Tout. Ça a été arrêté. Mais ils sont passés très près. Je pensais que vous devriez savoir. Une longue pause. Où sont ces Américains maintenant ? En garde fédérale aux États-Unis, face à des accusations d'espionnage, mais les procès prennent du temps. Les gens font parfois des cautions, parfois des choses arrivent. Je comprends. Merci pour l'avertissement. Phoenix. Nous prenons soin des nôtres. La ligne se coupa. Victor s'assit en arrière, ne ressentant aucune satisfaction, juste une nécessité sinistre. Il avait lancé une horloge. Maintenant, Natalia et Carlos auraient plus à craindre que la prison fédérale. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il répondit prudemment « Victor Conley. M. Conley. C'est Herminia Townsend du Washington Standard. J'enquête sur une histoire d'espionnage tentée impliquant un ancien officier des renseignements. Votre nom est apparu. Seriez-vous prêt à commenter ? Les nouvelles voyageaient vite. Pas de commentaires pour l'instant. Madame Townsend. Mais je peux vous dire que ma femme et son complice ont tenté de me piéger pour violence domestique tout en vendant des renseignements classifiés. Les autorités fédérales enquêtent. C'est tout ce que je peux dire. Pouvez-vous confirmer que les documents impliquaient des opérations en Syrie ?
Je peux confirmer que des vies ont été mises en danger par leurs actions, des agents américains, des gens qui faisaient confiance à ce pays. Ma femme s'en fichait. Elle voulait juste de l'argent. Merci. M. Conley. Ça sera dans le journal de demain. Parfait. L'exposition publique était le premier domino. L'histoire se répandrait. Consultante en RP disgraciée et son amant pris dans un complot d'espionnage. Leurs noms, leurs photos, leurs trahisons exposées au monde. Le soir, l'histoire avait explosé. L'article du Washington Standard fut repris nationalement. Femme d'un ancien officier des renseignements militaires arrêté dans un complot d'espionnage. Les chaînes d'infos en continu diffusèrent des segments. Le visage de Natalia était partout. Identifié comme l'architecte d'un plan pour vendre des renseignements classifiés, Victor regarda la couverture avec une satisfaction froide. Sa réputation, la professionnelle des RP polis, était détruite. Les entreprises avec lesquelles elle avait travaillé publièrent des déclarations se distançant. La firme de Carlos les licencia en quelques heures, tenant une conférence de presse pour dénoncer ses actions. Phase 1 terminée, destruction publique. Son téléphone sonna de nouveau. Clarice Weeks, l'avocate de Natalia. M. Conley, ma cliente aimerait vous parler. Pourquoi? Elle croit qu'il y a eu un malentendu. Elle veut tout expliquer. Dites à votre cliente que si elle veut expliquer quoi que ce soit, elle peut le faire sous serment à son procès. Je n'ai rien à lui dire. M. Conley, c'est encore votre femme. Non, elle ne l'est pas. Les papiers du divorce seront déposés demain. Et Madame Weeks, assurez-vous que Natalia comprenne quelque chose. Je sais pour la propriété au Caïman, je sais pour les comptes à son nom de jeune fille. Et je sais pour l'affidavit qu'elle a préparé pour trahir Carlos. Les procureurs fédéraux savent aussi une inspiration brusque. Comment avez-vous, je suis très bon dans ce que je fais, dites à Natalia que chaque secret qu'elle a, chaque plan qu'elle a fait, je les ai tous trouvés et je m'assure que Carlos les connaisse aussi. Il raccrocha et appela immédiatement l'avocat de Carlos, un homme nerveux nommé Randall Lamb. M. Lamb, c'est Victor Conley. Je pensais que Carlos devrait savoir que Natalia a préparé une déclaration légale il y a 6 mois, affirmant qu'il l'a contrainte à la relation et au complot d'espionnage. Elle prévoit de témoigner contre lui, de se peindre en victime. Nous devons vérifier. Je suis heureux de fournir des copies. Je veux que Carlos comprenne exactement avec qui il a travaillé. Une femme qui a planifié sa trahison depuis le début. Victor pouvait entendre une conversation étouffée. La voix de Carlos enfonçait le vent de colère. M. Conley, dit Lamb prudemment. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je veux que la vérité sorte. Je veux que tous les deux fassent face aux pleines conséquences. Et je veux qu'ils comprennent que la loyauté ne signifiait rien dans leur relation, tout comme elle ne signifiait rien dans leur mariage avec moi. Il mit fin à l'appel et s'assit dans l'obscurité, écoutant sa maison vide. La machine de la vengeance était en mouvement. Natalia et Carlos découvriraient bientôt que leur alliance était bâtie sur du sable, et que la marée montait. Chapitre 5. L'alliance qui s'effrite. La tempête médiatique s'intensifia. Au 3e jour, des manifestants apparurent devant le tribunal où Natalia et Carlos avaient leurs audiences de caution. Quelqu'un avait fait fuiter des détails, peut-être via les connexions de Glenn, sur exactement quels renseignements avaient failli être vendus, les noms d'agents américains, les emplacements syriens, des détails opérationnels qui auraient entraîné des peines de mort. Traître lisait une pancarte, vendant des vises américaines lisait une autre. Victor regarda la couverture depuis son bureau. Il avait pris un congé de son entreprise de conseil, mais utilisait leurs ressources pour tout surveiller. Chaque article, chaque diffusion, il les archivait. Il s'agissait de créer un dossier permanent, d'assurer que leur nom serait pour toujours associé à la trahison. Son téléphone vibra. Glenn, les procureurs les jouent l'un contre l'autre, offrant à Carlos 20 ans s'il témoigne contre Natalia, offrant à elle 25 ans si elle peint Carlos comme le cerveau. Aucun n'a pris d'accord encore, ils le feront. Une fois qu'ils réaliseront que l'alternative est à la vie sans libération conditionnelle, il y a autre chose. Le courtier, Karim Luna, il est connecté à des gens dangereux. Le mot circule qu'il a été déçu par ses fournisseurs. Il n'est pas content. Bien, qu'il soit mécontent, Victor. Luna a une réputation. Les gens qui le déçoivent ne s'en sortent pas bien. S'ils pensent que Carlos et Natalia l'ont brûlé, c'est leur problème. Ils ont choisi de faire affaire avec des criminels. Les actions ont des conséquences, mais l'avertissement de Glenn résonna dans l'esprit de Victor. Il avait mis en mouvement plusieurs forces. Légales, personnelles, criminelles. La question était de savoir si elles convergeraient d'une manière qu'il pouvait contrôler. Cet après-midi-là, il reçut un visiteur inattendu, le père de Natalia.
Eugene Silva, avait été un banquier prospère avant de prendre sa retraite. Victor s'était toujours bien entendu avec lui, des dîners mensuels, des conversations raisonnables. Maintenant, Eugene se tenait à la porte de Victor, paraissant 10 ans plus vieux que la dernière fois qu'ils s'étaient de vue. « Puis-je entrer » demanda Eugene calmement. Victor s'écarta. Ils s'assirent dans le salon, la même pièce où Natalia avait passé son faux appel au 911. « Je ne sais pas quoi dire » commença Eugene. « J'ai lu les nouvelles, parlé à son avocate. Victor, je jure que je n'avais aucune idée. Je sais, ce n'est pas sur vous. C'est ma fille. Je n'arrête pas de me demander où j'ai fait erreur. Comment elle est devenue quelqu'un capable de ça ? Les mains de Jean tremblaient, mais je sais aussi ce qu'elle t'a fait. Les mensonges, la trahison. Je veux que tu saches que sa mère et moi ne la soutenons pas. Nous n'aiderons pas sa défense légale au-delà de l'avocate que nous avons déjà engagée. » Victor hocha la tête. « J'apprécie que vous me le disiez. Il y a plus ?» Natalia a appelé de la prison. Elle était maniaque, parlant de comment tu as tout manipulé, la piégé. Elle croit vraiment être la victime ici. Eugene soutint le regard de Victor. « Ma fille n'est pas bien, Victor. Peut-être qu'elle ne l'a jamais été, et je suis désolé. Désolé que tu l'aies épousée, désolé pour ce qu'elle t'a fait traverser, désolé que tu aies perdu 7 ans. Les 7 ans m'ont appris quelque chose de précieux, dit Victor. Ne jamais faire confiance à quelqu'un juste parce qu'il semble parfait. La perfection est généralement une performance. » Après le départ d'Eugene, Victor ressentit une pointe inattendue, pas pour Natalia, mais pour l'illusion qu'il avait construite autour de leur mariage. Il avait tellement voulu y croire, après l'obscurité de son travail dans les renseignements, qu'il avait ignoré les signes. C'était sur lui, mais ce que Natalia avait fait, c'était entièrement sur elle. Son téléphone sonna, numéro inconnu encore. Il répondit prudemment. Phoenix. L'accent syrien était de retour. Nous avons discuté de vos informations. Certains de nos gens veulent s'assurer que ces Américains comprennent la gravité de leurs actions. Ils sont en garde fédérale, dit Victor, hautement sécurisés pour l'instant, mais les procès prennent des mois, des choses arrivent, les témoins se font menacer. Peut-être que ces Américains devraient savoir qu'ils sont surveillés. Peut-être qu'ils devraient se sentir en danger. Victor hésita. Il avait commencé ça, s'était assuré que les agents de Damas sachent pour la trahison, mais il n'avait rien ordonné explicitement. Faites ce que vous pensez nécessaire, mais rien qui vous compromette ou votre position. Compris ? Merci pour l'avertissement. Phoenix. Vous avez toujours été loyal envers les vôtres ? Pas comme ces autres. La ligne se coupa. Victor s'assit en arrière, se demandant s'il avait franchi une ligne, mais ensuite il pensa à ce que Natalia et Carlos avaient essayé de faire. Vendre des informations qui feraient tuer des gens, détruire sa réputation, le piéger comme criminel. Ils avaient commencé cette guerre. Ils s'assuraient simplement qu'ils comprennent le champ de bataille. Ce soir-là, la nouvelle éclata que quelqu'un avait fait fuiter les informations personnelles de Carlos Blevins en ligne. Adresse domicile, numéro de téléphone, détails familiaux. En quelques heures, il reçut des centaines de messages menaçants. Son immeuble fut vandalisé, traître vaporisé sur sa porte. Natalia s'en sortit pire. Quelqu'un, Victor soupçonnait un contact de Glenn, s'assura que des détails de sa planification entrent dans le dossier public via un document scellé qui devint mystérieusement non scellé. Les médias mirent la main sur des messages textes entre elle et Carlos, se moquant de Victor, planifiant sa chute, célébrant leur intelligence. Le zéro militaire n'a jamais soupçonné devint un titre, les mots de Natalia lui étant renvoyés. L'opinion publique, déjà hostile, devint venimeuse, des articles d'opinion apparurent, la femme qui s'est mariée pour espionnage. À l'intérieur de l'esprit d'une traîtresse, comment Natalia Silva Conley a trompé tout le monde ? Sa mère, Sophia Dickerson, publia une déclaration la reniant. Ses anciens collègues de l'agence de RP firent des interviews la décrivant comme manipulatrice et malhonnête. Tous les ponts brûlés, puis les procureurs firent leur coup. Ils appelèrent Victor à témoigner devant le grand jury, exposant le dossier dans les moindres détails. Il apporta ses photographies de la clé USB, la chronologie qu'il avait construite, les preuves de la planification. « M. Conley » demanda le procureur. « À votre avis professionnel, la vente de ces informations aurait-elle entraîné des pertes de vie ? Sans question, » répondit Victor. Le réseau de Damas consistait en 12 agents actifs qui fournissaient des renseignements critiques sur des réseaux terroristes. Si leurs identités étaient exposées, eux et leurs familles seraient exécutés. Ce n'est pas de la spéculation. C'est la réalité du travail des renseignements en territoires hostiles. Et votre femme savait ça ?
Elle était mariée avec moi pendant 7 ans. Elle m'a entendu parler des enjeux et des risques que nos gens prenaient. Elle savait exactement ce que signifiait vendre ces informations. Elle s'en fichait simplement. Le grand jury inculpa Natalia et Carlos sur 14 chefs d'accusation, incluant complot pour commettre de l'espionnage, vol de documents classifiés et obstruction à la justice. La date du procès fut fixée à 3 mois, mais avant le procès, les vrais dommages commencèrent. Carlos, face à des preuves accablantes et des menaces croissantes, craqua complètement. Son avocat arrangea une session de profère où Carlos détailla tout, comment Natalia l'avait recruté, planifié l'opération, contrôlé chaque aspect. Il avait été un participant volontaire, oui, mais elle avait été l'architecte. Elle est brillante, dit Carlos amèrement, froide et calculatrice. Elle avait des plans de contingence pour tout, y compris me trahir. La défense essaya de se remettre, mais il n'y avait rien à sauver le dossier. Les preuves étaient accablantes. La trahison était documentée, le jury délibéra pendant moins de 4 heures, coupable sur tous les chefs. Tous les deux, l'audience de sentence fut fixée à 2 semaines plus tard. Victoria Sista, voulant voir la fin, le juge Wilburn McMahon était un ancien procureur militaire connu pour des sentences sévères dans les cas de sécurité nationale. Il avait examiné tout, les documents, les témoignages, l'étendue de la trahison. M. Blevins. Madame Silva Conley, commença-t-il. J'ai présidé de nombreux cas dans ma carrière, mais peu ont démontré une trahison de confiance aussi calculée. Madame Silva Conley, vous avez épousé un officier décoré spécifiquement pour exploiter son accès à des informations classifiées. Vous avez cultivé une relation construite entièrement sur la tromperie. M. Blevins, vous avez volontairement participé à un complot qui aurait entraîné les morts d'agents américains et de leurs familles. Il les regarda tous les deux. La loi prévoit des peines significatives pour l'espionnage. Mais au-delà de la loi, vous avez démontré un manque fondamental de caractère, de conscience, de décence humaine de base. Vous avez mis des vies américaines en danger pour de l'argent. Vous avez essayé de détruire un homme innocent pour couvrir vos crimes. Victor observa le visage de Natalia. Pour la première fois, il vit une peur réelle. Madame Silva Conley, vous êtes condamnée à 35 ans en prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. M. Blevins, selon les termes de votre accord de plaidoyer, vous êtes condamné à 25 ans. Tous les deux servirez votre temps dans des établissements de sécurité maximale. Le marteau tomba, les gardes les emmenèrent. Natalia se tourna une fois, croisant les yeux de Victor. Il vit de la haine là et du désespoir. Et enfin, trop tard, de la compréhension. Elle avait parié tout sur sa capacité à manipuler, à mentir, à le détruire en premier. Elle avait perdu dehors sur les marches du tribunal. Les reporters grouillaient. Victor donna une brève déclaration. La justice a été rendue. Mon seul regret est qu'il ait fallu 7 ans pour voir la vraie nature de ma femme, mais la vérité émerge toujours. Toujours. Le général Dennis le rencontra sur les marches du tribunal. C'est fini. Conley. Ils partent pour des décennies. Tu as gagné... Pas encore, dit Victor calmement. Il y a une chose de plus. Chapitre 7. L'écho de la ruine. 3 semaines après la sentence, Victor déposa une demande de divorce. Les procédures furent rapides. Natalia essaya de le contester depuis la prison, affirmant l'abandon, mais aucun juge n'était sympathique envers une espionne condamnée. Le divorce fut finalisé en un temps record. Victor ne demanda pas de pension alimentaire, ne prit pas l'argent de sa famille. Il voulait juste le lien légal rompu, le mariage effacé de tout sauf de la mémoire. Mais la mémoire, apprenait-il, était sa propre forme de punition. Des rapports commencèrent à filtrer via le réseau de Glenn. Natalia, en prison fédérale, était devenue une paria, même parmi les détenus. Les prisonniers avaient une hiérarchie, les violeurs et abuseurs d'enfants au bas, mais les traîtres qui avaient mis en danger des vies américaines n'étaient pas loin au-dessus. Elle avait été attaquée 2 fois au premier mois, nécessitant une garde protectrice. Carlos subissait un traitement similaire. Sa tentative de se peindre en victime avait échoué. Les autres détenus savaient qu'il avait essayé de vendre des informations qui feraient tuer des soldats. En prison, ça le rendait une cible. « Il souffre », dit Glenn à Victor autour d'un verre. Tous les deux, isolés, menacés, face à 30 ans de ça, n'est-ce pas assez « Victor but some bourbon ». Presque « Qu'est-ce que tu veux d'autre ?» Ils sont ruinés, emprisonnés, trahis l'un par l'autre, leurs réputations sont détruites. Qu'y a-t-il de plus ? Je veux qu'ils sachent, c'est permanent. Qu'il n'y a pas de récupération, pas de rédemption, pas de deuxième acte,
Je veux que leurs noms soient des synonymes de trahison pour le reste de leur vie. » Glenn soupira. « Tu écris un livre, n'est-ce pas ?» Victor sourit finement. Déjà commencé. Il y travaillait depuis la fin du procès, un compte détaillé de toute l'opération, de ses premiers soupçons à la sentence finale, pas un récit sensationnel, mais une étude de cas sur la tromperie, la trahison et les conséquences. Il avait montré le manuscrit au général Dennis, qu'il avait approuvé pour publication après avoir censuré les détails vraiment classifiés. Le livre s'intitulait « La trahison de Damas. Comment ma femme a essayé de vendre des vies américaines. Ça sera un best-seller », prédit Glenn. Vrai crime, espionnage, trahison personnelle, les médias vont l'adorer. C'est le but. Je veux que leur histoire soit racontée. Je veux chaque détail de ce qu'ils ont essayé de faire préserver dans l'imprimé, dans les bibliothèques, dans la conscience publique. Dans 50 ans, les gens pourront encore lire sur Natalia Silva Conley et Carlos Blevins. Les traîtres qui ont vendu leur pays pour de l'argent. Le livre fut publié 6 mois plus tard. Il atteignit immédiatement les listes de best-sellers. La combinaison d'espionnage, de romances qui tournent mal et de drames judiciaires s'avéra irrésistible. Victor fit des interviews sélectives, toujours mesurées, toujours factuelles, mais s'assurant que les actions de Natalia et Carlos étaient au premier plan. Leurs visages apparurent dans les librairies, dans des documentaires, dans des podcasts de vrais crimes. L'histoire se répandit. Mota devint partie de la culture populaire. Elle attirait une Natalia, devint un raccourci pour une trahison romantique élaborée. Ne soit pas un Carlos signifiait être un complice volontaire de quelque chose de terrible. Leurs noms devinrent des contes d'avertissement, mais la vengeance de Victor avait d'autres composants. Plus calme, il était resté en contact avec Eugene Silvatir, le père de Natalia. Le vieil homme était dévasté par les actions de sa fille, sa santé déclinant. « Je l'ai coupé complètement », dit Eugene à Victor lors d'un de leurs déjeuners occasionnels. Elle écrit de la prison, demandant de l'argent pour la cantine. Pour une meilleure aide légale, je ne réponds pas. Ma fille est morte le jour où elle t'a trahi, et son pays. Je suis désolé, dit Victor et le pensait. Eugene ne méritait pas ça. Ne le sois pas. Tu étais la victime ici. Je souhaite juste avoir vu les signes plus tôt. Compris ce qu'elle devenait, via Eugene. Victor apprit que la mère de Natalia, Sophia, avait changé son nom de famille pour son nom de jeune fille, Dickerson. Pour se distancer du scandale, la sœur cadette de Natalia, qu'il avait rencontrée seulement une fois, avait déménagé en Europe pour échapper à l'association. La famille Silva était détruite. Dommages collatéraux dans la poursuite d'argent de Natalia. Ce n'était pas le but de Victor, mais il ne pouvait se sentir coupable. Ils étaient ces victimes des choix de Natalia. Comme lui, la famille de Carlos souffrit similairement. Ses parents, immigrés qui avaient bâti un business de restaurant prospère, firent face à du harcèlement et du vandalisme. Éventuellement, ils vendirent et déménagèrent dans un autre État. Changeant leur nom, le frère cadet de Carlos, qui l'admirait, publia une déclaration publique le reniant. Les ondulations de leur trahison s'étendirent bien au-delà du tribunal. Pendant ce temps, Victor reconstruisit sa propre vie. Il reprit le travail, sa réputation non seulement intacte mais renforcée. L'homme qui avait attrapé des espions, qui avait protégé des agents américains malgré une trahison personnelle. Des entreprises le cherchaient pour du conseil en sécurité. Des invitations à parler affluaient. Il sortait prudemment, jamais précipité, toujours vigilant aux signaux d'alarme. Une femme nommée Daphne Archer, médecin à Walter Reed, attira éventuellement son attention. Elle était directe, honnête, sans intérêt pour son passé dans les renseignements ou son argent. « Juste lui, j'ai lu ton livre ?» dit-elle. À leur 3e rendez-vous, « C'est un bagage lourd. Ça l'est ?» approuva Victor. « Ça te dérange ?»« Non. Ça me dit que tu es résilient et que tu ne tolères pas la trahison. Ce sont de bonnes qualités. » Elle sourit. « Mais attention, je ne suis pas particulièrement intéressante, Dave. Je travaille de longues heures. Je suis terrible en cuisine. Et j'ai pleuré une fois pendant une pub pour nourriture pour chiens. » Victor rit. « Genuinely, pour la première fois en moi, ça sonne parfait. » Ils prirent ça lentement, construisant la confiance prudemment. Victor se trouva en train de guérir. La blessure que Natalia avait laissée cicatrisant progressivement. Pas oubliée, jamais oubliée. Mais plus à vif, chapitre 8. Fantômes et conséquences. 2 ans après le procès, Victor reçut un appel de l'agent Nicholson. « Nous devons parler. » En privé, ils se rencontrèrent dans un café à Arlington. Nicholson semblait fatigué. Plus vieux que Victor ne se rappelait du procès. « Karim Luna a refait surface, » dit Nicholson sans préambule. « On l'a arrêté à Dubaï il y a 6 mois, extradé la semaine dernière. Il a parlé
De quoi? De Natalia et Carlos. Il s'avère que Luna leur avait déjà payé un acompte significatif, 400 000 $, environ 370 000 €. Avant que l'opération ne tombe à l'eau, quand ils ont été arrêtés et n'ont pas pu livrer, il voulait son argent back. Victor se sentit froid et il a envoyé des gens pour collecter. Ils n'ont pas pu atteindre Carlos ou Natalia. La prison fédérale est sécurisée, mais ils ont trouvé le frère de Carlos, Miguel. L'ont battu sévèrement. Le frère a survécu, mais les gens de Luna ont clairement fait savoir qu'ils continueraient à chercher des points de pression jusqu'à ce que la dette soit réglée. Mon Dieu, Victor n'avait pas voulu ça. Le frère de Carlos était innocent. Ça empire. Luna a aussi eu des contacts qui ont essayé d'atteindre la famille de Natalia. Ils ont reculé quand on a mis des détails de protection sur eux. Mais la menace est réelle. Luna considère ça comme une dette impayée. Et il ne lâche pas. De quoi avez-vous besoin de moi? Luna essaie de vous utiliser comme levier. Il affirme que si vous étiez resté en dehors, si vous n'aviez pas interféré, la vente aurait eu lieu et il aurait été payé. Il vous peint comme responsable de ses pertes. Victor rit amèrement. Donc, arrêter une opération d'espionnage me rend responsable des problèmes financiers d'un criminel. Dans l'esprit de Luna, oui, on l'a en garde. Et il fait face à des décennies pour son rôle dans l'espionnage, tenté, mais son organisation est encore active. Je voulais que vous soyez conscient que vous pourriez avoir besoin de mesures de sécurité renforcées. Je m'en occuperai. Victor, Nicholson se pencha en avant. Nous pouvons offrir des services de protection. J'ai dit que je m'en occuperais. La voix de Victor était glace. J'ai passé des années en territoires hostiles. Si l'organisation de Luna vient après moi, ils le regretteront. Après le départ de Nicholson, Victor passa des appels à Glenn, au général Dennis, à des contacts dans la communauté des renseignements qu'il n'avait pas contactés depuis des années. En une semaine, le mot se répandit via certains canaux. Victor Conley était intouchable. Quiconque le ciblant ferait face à des conséquences non seulement de la part des forces de l'ordre, mais de réseaux d'anciens officiers des renseignements qui protégèrent les leurs. L'organisation de Luna reçut le message. La menace cessa, mais l'incident rappela à Victor que sa vengeance avait créé ses propres échos, ses propres conséquences durables. Le frère de Carlos était blessé de façon permanente. La famille de Natalia vivait sous l'ombre de menaces de criminels cherchant paiement pour un accord non complété. Victor n'avait ordonné rien de ça, mais ses actions, exposant le complot, témoignant, écrivant le livre, avaient mis en mouvement des événements qui continuaient à onduler vers l'extérieur. Se sentait-il coupable? Il examina la question honnêtement. Non, Natalia et Carlos avaient choisi de faire affaire avec des criminels. Ils avaient choisi de voler des informations classifiées. Chaque conséquence qui suivait était le résultat de leur choix, pas les siens. Mais il était conscient que la vengeance, même justifiée, avait des coûts, pas seulement pour les cibles, mais pour tous ceux connectés à elle. Un soir, Daphné le trouva sur son balcon, fixant les lumières de la ville. « Tu penses à eux ?» dit-elle. Ce n'était pas une question « je le ferai toujours ». Au moins, en partie, ils ont pris 7 ans de ma vie. On construit ces années sur des mensonges, mais tu as construit quelque chose de nouveau maintenant. Quelque chose de réel. Elle prit sa main. Ne les laisse pas avoir plus de ton temps qu'ils n'en ont déjà volé. Elle avait raison. Il avait eu sa vengeance, complète, approfondie et permanente. Natalia et Carlos passèrent des décennies en prison, leur nom pour toujours associé à la trahison, leur famille les avait reniés, leur réputation était des cendres. Ça devait être assez héritage de trahison. 5 ans après le procès, Victor épousa Daphné dans une petite cérémonie avec des amis proches et la famille. Le général Dennis officia, un geste symbolique, l'un des rares qui avait soutenu Victor pendant le temps le plus sombre, donnant sa bénédiction sur ce nouveau début. Glenn porta un toast à Victor, qui a prouvé que l'intégrité survit à la trahison et que parfois la meilleure vengeance est simplement de refuser d'être détruit. Le livre de Victor était devenu un pilier dans les cours de formation des renseignements, une étude de cas sur comment les espions pouvaient être cultivés via des relations personnelles. Il avait tourné sa trahison en outil d'enseignement, assurant que les futurs officiers seraient plus vigilants. Occasionnellement, des mises à jour filtraient sur Natalia et Carlos. Natalia avait tenté plusieurs appels, tous refusés. Elle lui avait écrit des lettres de prison, d'abord en colère et accusatrice, puis suppliante, enfin des excuses vides. Victor n'avait jamais répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Carlos était devenu un prisonnier modèle, prenant des cours, gardant la tête basse.
Son avocat avait évoqué des pétitions de clémence des années dans le futur, mais avec plus de 30 ans restant sur sa sentence, c'était un espoir distant au mieux. Les agents de Damas étaient en sécurité. Les réseaux que Victor avait aidé à construire continuaient à opérer, sauvant des vies, empêchant des attaques. Ça, plus que tout, donnait un sens à sa vengeance. En arrêtant Natalia et Carlos, il avait protégé des gens qui lui faisaient confiance. Un après-midi, Victor reçut un appel de l'agent Bradshaw, maintenant retraité. « Je pensais que tu voudrais savoir. Karim Luna a été trouvé mort dans sa cellule la semaine dernière. Suicide apparent. » Bien qu'il y ait des questions, Victor absorba la nouvelle. La mort de Luna signifiait que la vendetta de l'organisation criminelle était vraiment terminée. Plus de menaces, plus d'échos de danger. Merci de me le faire savoir. Victor, une chose de plus. Nous avons récupéré les effets personnels de Luna. Il avait des notes sur ton casse, détaillées. Il était obsédé par toi. Te blâmer pour tout ce qui a mal tourné. Il a fait ses choix. Vrai? Mais il y avait autre chose dans ses notes. Il avait compris ton pattern opérationnel, comment tu as construit le réseau de Damas. Il a écrit « Conley était toujours 3 coups en avance. Nous n'avions jamais une chance. Je pensais que tu apprécierais ça. » Victor sourit légèrement. 3 coups en avance. C'est comme ça qu'on survivait dans le travail des renseignements. Toujours anticipant, toujours planifiant. Natalia et Carlos l'avaient vu comme une cible, une marque facile à exploiter. Ils n'avaient jamais compris que la plus grande force de Victor Conley était sa capacité à penser stratégiquement, à tourner une faiblesse apparente en victoire ultime. Il les avait laissés penser qu'ils gagnaient, les avait laissés croire qu'ils étaient plus intelligents, les avait laissés s'engager pleinement dans leur trahison, puis il avait systématiquement démantelé tout ce qu'ils avaient construit, utilisant leur propre plan contre eux, tournant leur alliance en armes qui les détruisaient tous les deux. Ce soir-là, allongé à côté de Daphné, Victor sentit enfin les dernières traces de colère s'estomper. Natalia et Carlos passeraient les 30 prochaines années en prison fédérale. Leur vie effectivement terminée, leur famille les avait reniés, leur nom était synonyme de trahison. Pendant ce temps, Victor Conley avait reconstruit. Il avait une carrière, un vrai mariage, un avenir bâti sur l'honnêteté plutôt que sur des mensonges. Il avait gagné non seulement la bataille, mais la guerre, non seulement la vengeance, mais la rédemption. Et ça, réalisa-t-il, était la meilleure victoire de toutes. Non seulement survivre à la trahison, mais prospérer malgré elle. Non seulement punir ses ennemis, mais prouver que l'intégrité, la préparation et la pensée stratégique vainquaient toujours la tromperie à la fin. Victor Conley avait été le protagoniste de sa propre histoire, et comme tout bon protagoniste, il avait gagné sa victoire par l'intelligence, la résilience, et en refusant d'être brisé par ceux qui avaient essayé de le détruire. Et Victor Conley avait gagné. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas.